Salut l'équipe, sûr que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve sur un nouvel épisode des Figures de l'ombre avec un invité d'honneur aujourd'hui, Elton Mokolo. Premièrement, déjà, merci à vous pour le soutien, les retours que vous nous faites par rapport à la chaîne, par rapport aux vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça nous permet de nous grandir et de nous améliorer. Et on va commencer dans le vif du sujet. Elton, comment tu vas déjà? Bonjour, j'espère que ça va bien. Moi, personnellement, tout va très bien et très content d'être ici pour pouvoir parler pendant une heure, enfin une grosse heure même. Ouais, exactement. Merci d'avoir déjà répondu positivement à l'invitation, ça fait plaisir. Vraiment. Rien ne t'y obligeait et t'as été accessible, rapide, fluide. Donc ça fait très plaisir. Pour commencer simplement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement d'où tu viens, quelle enfance t'as eu un peu, le parcours d'Elton, c'est quoi un peu? Alors, je m'appelle Elton Mokolo, j'ai 30 ans, je suis né 18 juin 93 à Paris, donc Paris 19e. Dans un premier temps, j'ai grandi à Paris 19e. Après, il se trouve que pour des soucis administratifs, mes parents ont dû déménager aux Pays-Bas. Donc, on est parti aux Pays-Bas, dans un premier temps en Belgique, puis aux Pays-Bas où j'ai passé 4 ans dans la ville de Katwijk. La ville de Katwijk qui est connue pour être la ville de Dirk Kuyt. À chaque fois, j'aime bien raconter ça. Quand Dirk Kuyt il est allé en finale de Coupe du Monde, j'ai dû le croiser à un moment donné. Et après, ensuite, faut savoir que 98, par exemple, je l'ai pas vécu ici, je l'ai vécu justement à Katwijk. Et je suis revenu en 99 en CP. Et ensuite, j'ai été à Charenton pendant très longtemps, Charenton-le-Pont qui est dans le 94 pendant une dizaine d'années. Puis Créteil et encore aujourd'hui, je suis à Créteil. Bon, cette fois-ci, je suis tout seul. Après, parallèlement à ça, ce qui intéresse notamment dans le métier de journalisme, faut savoir que après le lycée, j'étais à Maisons-Alfort, le lycée Eugène Delacroix dans le 94. Et donc, il se trouve que dès la fin de ma scolarité, donc à Eugène Delacroix en terminale, j'ai passé un concours, l'IEJ Paris. Parce que faut savoir que pour l'anecdote, c'est ma mère qui m'avait un peu viré de la maison parce que je voulais pas entre guillemets aller chercher les recherches de fac. En gros, c'est ma mère qui me vire un peu pour aller postuler pour la fac, pour l'université. C'était à Porte de Champray, du côté de Levallois, si je dis pas de bêtises. Ouais, à Porte de Champray, à côté de Valois. Et il se trouve que voilà, j'étais parti pour regarder, faire 30 minutes comme ça. Je rentre et je dis j'ai fait le truc, j'ai cherché pour les universités l'année prochaine. Et à un moment donné, et là vous allez complètement rigoler, je vois une fille qui est en train de manger un Subway. Et il se trouve que j'avais pas mangé. Ok. J'avais pas mangé. Et après je fais, il y a un Subway juste à côté? Elle fait, non, pourquoi? Enfin si, elle me dit non mais c'est à une quinzaine de minutes, faut savoir que c'était à côté de Porte-Maillot. Et en fait, il se trouve que la fille en question, elle s'occupait des journées portes ouvertes de l'IEJ Paris. Ok. Et ce qu'elle a fait, c'est que, en gros, elle m'a dit non, mais par contre, elle m'a vendu son affaire. En gros, je suis une étudiante de l'IEJ Paris et on est en train de faire du prospect et tout pour des gens qui pourraient intégrer l'école de journalisme. Et moi, ça fait tilt parce que dès la première, je voulais être journaliste de sport. Il se trouve qu'il y a une école qui prépare justement des étudiants à devenir journalistes. Et là, comme elle m'envoie des photos avec David Astorga, Charles Villeneuve, je fais ah ouais, c'est une école qui est cotée, c'est une école qui est cotée. Et en gros, je prends un prospectus et après tout de suite, tu sais comment ça se passe. En gros, ils me disent ouais, tu peux passer un test très rapidement. Je fais ouais, je vais passer le test. J'ai passé le test comme ça en fait. J'avais pas tellement d'attente. C'était non, au départ, il y avait un entretien. Il y avait un entretien dans cette école. L'entretien, moi, je me dis, ça va être très rapide. Ils vont me dire, non, je vais rentrer à la maison et je vais aller à ma fac de Créteil. Et il se trouve que l'entretien se passe très bien. Et là, ils me disent, bon, j'ai validé le passage d'entretien. Va y avoir le test. Le test, je me dis encore, bon, je vais y aller et tout. Ça va être très rapide. Je vais le louper. Et il se trouve que j'ai réussi le test. Et c'est comme ça que j'entre à l'IEJ. Et j'ai passé 3 ans. J'ai passé 3 ans où j'ai commencé à faire des stages, que ce soit Eurosport, que ce soit RMC, que ce soit, j'ai dit quoi, goal.com et j'en oublie sûrement, Tennis Leader. En fait, j'ai fait un peu tout, But Football Club. Et après, à la sortie de l'école, bon, j'ai une période où en gros, j'avais pas. La difficulté, c'est que quand t'es plus stagiaire, c'est plus difficile pour se lancer dans le monde du travail. Et j'ai pas eu grand chose pendant 1 an et demi. Je faisais 2-3 piges jusqu'au moment où arrive le Club des 5, après Winamax, Eurosport, et puis récemment RMC. Ok, ça on va rentrer dans le détail par rapport à ça. Mais t'as eu un parcours plus traditionnel, ça fait plaisir. Exactement, j'ai eu un parcours classique, ouais. Ouais, classique, parce que là, on a accueilli Bass, tu vois, qui est un influenceur, créateur de contenu. Et, justement, on mettait l'accent sur le côté où Internet, ça a cassé plein de barrières. Ouais. Vraiment. Mais il y a aussi des parcours plus traditionnels comme toi, et ça montre encore que les écoles ont certains avantages. Je vois bien que certains,
justifie pas forcément le prix de telle ou telle école. Des fois, ça apporte aussi un certain réseau, une certaine légitimité de passer par une école et même de faire ses gammes, je pense. Et ça t'a beaucoup aidé. Toi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter sur ce point-là, vraiment, si tu prends du recul, ton passage à l'IEJ? Moi, ça m'a structuré. Ça m'a structuré dans le sens où, en gros, j'ai découvert les mécanismes du journalisme. En fait, j'avais une version brute de moi-même et ça m'a servi à me cadrer. Donc, en ça, je peux les remercier. Ça m'a apporté de la rigueur, la précision. Maintenant, je pense que je suis un mix des deux parce que, au final, ça m'a... Alors attention, c'est pas une pique, c'est pas péjoratif, c'est pas une pique par rapport à l'IEJ, mais est-ce que in fine ça m'a ouvert suffisamment de portes, parce que je pense que c'est aussi mon arrivée sur les réseaux qui a contribué au fait que il y a eu du bouche à oreille. Je vais te donner une anecdote, par exemple avec Africa Foot, ma première émission que je fais c'est en mars 2016, ma première émission je fais parce que je connais Mansour Loum. Je connais Mansour Loum, mais Mansour Loum je connaissais pas par rapport à l'école, on n'avait pas entre guillemets d'atome crochu par rapport à l'IEJ, par rapport au fait qu'on a été stagiaire. Non, c'est vraiment à partir du moment où j'étais présent sur les réseaux, à partir du moment où j'étais présent sur Internet, qu'on a commencé à sympathiser. C'est comme ça que lui, il était avec son émission et qui me donne l'opportunité. Donc je pense que c'est une combinaison des deux facteurs. Exactement. Le fait que l'IEJ m'a quand même permis d'avoir des stages, c'est-à-dire que le fait d'avoir le label IEJ, parce qu'il y a des journalistes qui sont quand même cotés, qui sont passés par là, ça donne une certaine garantie pour avoir des stages. Et en ce sens, ça m'a permis de me structurer, ça m'a permis de toucher du doigt ce qui se faisait de mieux, parce que j'ai quand même évoqué des stages. C'est pas à portée de tout le monde. Attention, c'est pas pour me vanter, mais c'est juste pour me dire que en fait, je suis bien conscient du fait que si j'avais pas eu l'IEJ et que j'avais démarré sur une fac un peu plus anonyme, sûrement que je serais pas entré à RMC, sûrement que je serais pas entré à Goal.com. Et en fait, à partir du moment où t'entres dans l'une de ces rédactions, et ben ça se suit, parce que quand tu mets sur le CV que le rédacteur en chef ou la personne qui s'occupe des CV, qui s'occupe des admissions, des entrées en tant que stagiaire voit ce label, et ben ça donne plus de marge, ça donne plus de sécurité. Donc c'est un ensemble de choses. À savoir qu'il y a une première étape avec l'IEJ qui te permet d'entrer, qui te permet de toucher du doigt ce monde-là. Mais après, il y a ensuite des opportunités, parce que moi, je pense que ça a été ça aussi bien pour ma première émission que pour le Club des 5, des opportunités. Les opportunités en connaissant le Club des 5 pour Winamax, puis Eurosport. Après, Eurosport, RMC qui sont arrivés plus tard, et d'autres émissions que j'ai faites, elles arrivent parce que ça découle de tout ça. Mais je pense de toute façon, pour moi, c'est juste une question d'attente par rapport aux écoles, à l'école qu'on va avoir. Dans le sens où t'attendais pas de l'école forcément qu'elle te place au top niveau. Tu t'es dit, ok, c'est un tremplin, ça va me donner les bases, les fondamentaux, et derrière, c'est à moi aussi de réseauter, de prendre des risques, de quand il y a une opportunité, de prendre le contact, etc. Et derrière, ça peut faire la différence. C'est ça qui fait la différence finalement, qu'il a fait pour toi. Et je pense que même une personne qui a un parcours plus traditionnel, je pense qu'elle doit quand même avoir ces qualités-là. C'est ça qui fait, c'est ce qui fait la différence. Mais je vais pas me jeter des fleurs. J'ai quand même connu a posteriori, parce que quand t'as 18, 19, 20 ans et que t'es dans cette école, tu te dis à partir du moment où t'es arrivé à l'IEJ et qu'on te vend une certaine histoire, parce que au final ils vendent une certaine histoire. Tu te dis que en fait c'est plus un ascenseur qu'un escalier. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que en fait, les stages ne te donnaient aucune garantie. Et moi, c'est peut-être ce qui m'a coûté. Peut-être, aujourd'hui, oui, ça va mieux de ce côté-là. Et c'est que peut-être à un moment donné, je me suis senti arrivé. Je fais notamment référence à mon passage à RMC où j'étais stagiaire. Je me suis dit que, en fait, dès que t'es arrivé dans ce type de rédaction, en fait, la transition serait plus facile. Alors que non. Parce qu'au final, t'apprends que ils sont dans des mécanismes où il y a des stagiaires qui tournent énormément et que en gros, c'est pas une finalité d'arriver là-bas. Mais ça, tu le comprends posteriori avec les expériences. Mais c'est vrai que 18, 19, 20 ans, c'est quand t'arrives à la fac, quand t'es dans une ambiance avec des camarades qui deviennent tes amis et tout. Quand t'as 19, 20 ans, tout court. T'es jeune et tout. T'es pas forcément centré, t'es pas forcément focus. Et forcément, t'apprends un peu plus sur le tas. Ouais, de fou. Là, t'as fait un peu une rétrospective, surtout vraiment ton parcours scolaire, etc., qui en soi a été assez compressé, et on a l'impression qu'en fait, tu savais déjà où tu voulais aller. T'as dit que très rapidement, t'as eu cette passion pour le journalisme. Mais c'est quoi qui t'a donné cette passion? Et c'est à partir de quel moment réellement que t'as eu cette passion-là? Alors, faut savoir qu'à la base, moi, je voulais être avocat.
15, 16, 17. Après, je suis tombé sur une conseillère d'orientation qui a dit que vu mes notes, notamment en seconde, parce que c'est vrai qu'en seconde, j'avais pas été très discipliné, notamment au niveau des notes, parce que j'étais tombé sur une génération incroyable, mais pas forcément portée sur le travail. Donc en gros, elle m'a dit qu'avec mes notes, je pouvais pas prétendre à arriver en première ES, parce que moi, je voulais aller en première ES, parce que on t'explique et tout, métier d'avocat, faut passer par ces filières. Alors qu'au final, t'apprends plus tard que il y a des gens, il y a des avocats qui ont eu des parcours un peu plus accidentés, mais ils sont quand même devenus avocats. C'est pas elle même pour faire avocat, parce que moi j'ai fait ES, mais ES c'est économie scientifique. Ouais, mais en gros, mais après c'est que de la théorie, parce que moi ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je dis, j'étais pas si structuré à 15, 16, 17 ans. Tu vois, la conseillère d'orientation, elle fait figure d'autorité. Elle fait figure d'autorité parce que c'est le monde adulte et elle est censée avoir plus de connaissances que toi. Donc en gros, t'es pas suffisamment mature pour confronter ton avis, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes profs, et donc que ce soit avec ta conseillère d'orientation. Donc quand elle me dit ça, moi je me dis il faut quand même trouver une solution de repli. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais une certaine facilité à débattre au foot. On a tous commencé comme ça, que ce soit avec les lendemains de gifles. Exactement. Que ce soit au quartier, que ce soit au collège et que ce soit au lycée. Et en gros, je voyais que mes arguments étaient quand même réceptifs pour les gens. Les gens aimaient bien ce que je disais. On venait très souvent me voir, notamment quand c'était l'époque du Barça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? En gros, être journaliste, parce que à l'époque, je voyais, c'était l'époque de l'after qui avait moins de 3 ans, et c'était l'époque où en gros on commençait à davantage parler football à la télé, parce que si tu veux, il y a une évolution dans le monde du football de façon journalisme, dans le fait du talk. C'est quelque chose qui s'est lancé très tardivement. Et moi, je suis un enfant de ça. Je commence à comprendre ces enjeux. Je me dis pourquoi pas faire ça. Et c'est là où vers 17-18 ans, 2009, à partir du moment où je passe en première, j'ai dans l'idée que je vais être dans le journalisme de sport. Ok. Et depuis quand, on va dire, est née ta passion pour le foot? Ma passion, à partir des Pays-Bas, c'est ce que j'ai évoqué, parce que c'est, en fait, je prends de plein fouet Coupe du Monde 98, mais pas forcément, et c'est quand même quelque chose qui est bizarre, parce que au final, je suis français, mais la Coupe du Monde 98, je la vis davantage à travers les Pays-Bas. Bergkamp, Argentine, Bergkamp. Ouais, parce que à l'époque où j'habite à Katwijk, et moi c'est mes premières images, je fais pourquoi tout est orange en fait. Tu parles où je suis là. Mais tu parlais néerlandais à ce moment-là ou pas du tout? Oui, mais tu sais que parfois quand je retourne aux Pays-Bas, mais ça fait quand même très longtemps que je suis pas parti, c'est davantage du côté de ma famille qui vont là-bas. En fait, c'est moi j'appelle ça phénomène Harry Potter dans la chambre des secrets, c'est-à-dire que le premier, deuxième jour, j'ai un peu de mal, mais le troisième jour, j'ai des réflexes. Je fais comme quoi, en fait, quand t'es enfant, t'as intériorisé des choses. C'est vrai. Bien sûr, t'as compris tes langues. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ma première image, c'est pourquoi tout est orange et tout, pourquoi il y a cette ferveur. Et après, on te pose devant Pays-Bas-Argentine. T'as le but de Bergkamp, t'as Kluivert et tout. Kluivert, moi, c'était ça reste toujours ma première idole footballistique. Il te met un but face au Brésil de Tafarel. Mais ça, t'as pas cette perception-là. Et d'à côté, t'as Ronaldo, mais tu vois, le fait de voir ce joueur-là marqué, ça t'impacte. Le fait de voir le joueur marqué, en fait, tout le monde explose. Ah oui, ça crée une émotion, ça crée un moment mémorable. Ça crée une émotion. En fait, tu te dis, lui, c'est, lui, il a procuré des choses, mais ça, tu peux pas le verbaliser. En fait, tu te dis, lui, c'est la personne célèbre, c'est la personne hype. Ça, je pourrais le dire maintenant, en 2024. En 98, je me dis juste, en fait, lui, c'est la personne, en fait, qui occupe toute la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est la personne qui occupe toute la télé. On doit regarder que lui. Et ça m'a accompagné plus tard avec le Barça, parce que forcément, quand tu vois avec le Barça, ça t'impacte plus, parce que il y a eu ce lien avec la Coupe du Monde 98. C'est pour ça que la majorité même de ta génération kiffe Zidane. Et pour eux, Zidane, c'est exactement, parce que au final, la porte d'entrée dans le monde du football, c'est davantage à travers les héros, c'est-à-dire des joueurs qui t'impactent individuellement. Alors il y en a qui peuvent l'avoir via des équipes qui peuvent te transmettre des choses, mais pour la plupart des gens, on va pas se mentir, c'est à travers un joueur qui a réussi à te montrer quelque chose, une étincelle. Tu te dis lui, ça vaut la peine d'être vécu. D'ailleurs, très souvent les footballeurs, quand ils te disent c'était qui ton joueur préféré, ils vont citer davantage le joueur préféré plutôt qu'une équipe.
Et surtout que les joueurs transitent, ils bougent. Exactement. Surtout dans notre génération où c'est encore plus marqué par l'argent, etc. C'est ça, l'intérêt. On ne dit pas que c'est pas facile de s'attacher à un club, un joueur, pardon. Mais le joueur, tu sais qu'il va bouger plus facilement. Donc, au final, encore moins d'intérêt, tu vois. Mais c'est ça. La finale, du coup, de la Coupe du Monde 98, tu l'as vécu vraiment en tant que Français ou? Alors moi, justement, c'est contrasté parce que en gros, moi, pendant 3 jours, moi, je suis pas bien, un peu triste parce que le Pays-Bas a perdu. Mais en même temps, on me dit, ouais, il y a la France qui joue et tout. T'es champion du monde, mais ça, je le perçois pas. Si tu veux, moi, alors oui, j'ai vécu 98, mais ma première vraie compétition où je suis impliqué émotionnellement 2002? avec l'équipe de France, c'est 2000. Ou 2000, ouais. C'est 2000. C'est 2000 où là pour le coup, je suis tous les matchs du Danemark jusqu'à l'Italie et j'ai tous les souvenirs de où j'étais pour les matchs de l'équipe de France. Je sais où j'étais sur le but de Viltord, je sais où j'étais sur le but de Zinedine Zidane, j'étais pas chez moi, j'étais chez un oncle. J'ai tous ces souvenirs là. Là, l'Euro 2000, ça me permet de structurer, ça me permet d'avoir cette grosse attache que j'ai encore aujourd'hui avec l'équipe de France. Et est-ce que 98 pour toi c'est ta plus belle anecdote concernant le foot ou t'en as d'autres? J'en ai plusieurs. 2006 aussi. 2006, pour moi, 2006, c'est ce qui me permet entre guillemets de me dire que en fait le foot, je vais vraiment en parler. Oh, okay. Je vais vraiment en parler. C'est pour moi c'est la bascule parce que avant tu le regardes avec un œil de fan, un œil de passionné, mais pas au point d'en parler. Mais en fait c'est tu discutes comme tu discutes. Comme tout le monde, ouais. Mais là tu te dis on a le Barça, on a la Coupe du Monde 2006 et là t'as vraiment un intérêt déjà dans le fait de lire des journaux. Moi mon passage c'est 2005-2006. Je fais d'ailleurs parce qu'il y en a qui disent j'ai une mémoire de malade mental. Ouais. Mais je fais moi mon premier souvenir, mon premier magazine c'est un SoFoot 2005 qui est consacré au Barça. Et c'est un copain et d'ailleurs vous allez réussir, il me balance en cours d'art plastique un jeudi. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment que du hasard Subway, tout ça pour dire que en gros c'est à partir de cette date-là que en plus du foot, en plus de le consommer à la télé, j'ai une consommation entre guillemets alors pas de spécialiste mais ça commence à ça commence à émerger, je fais et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est que je suis animé par le pourquoi. Dès 2005-2006, pourquoi? Et je cherche à aller au-delà de ce que je peux voir, au-delà des 90 minutes. Et je fais pourquoi le Barça marche comme ça, pourquoi Manchester United marche comme ça, pourquoi le Chelsea de Mourinho est la meilleure équipe de Première Ligue, pourquoi l'Italie a remporté la Coupe du Monde. Et ça, ce questionnement, je commence à me le faire à partir du moment où j'ai 13 ans. Bah là, on comprend mieux. Là, je comprends vraiment que t'es destiné à ça. C'est pareil en tant que fan, tu vois. Exactement. Consommateur plus. Exactement. On a tous été consommateurs de foot beaucoup, mais il y a être consommateur et vraiment avoir une ligne tracée pour finir dedans. De toute façon, tu connais les potes dans le quartier, tu sors des stats. Je pense c'était lui. Ouais, je pense que c'était Elton. Mais comment t'as des souvenirs, comment dire ça? Précis? Je trouve précis et tôt. Parce qu'il a dit, il se souvient très bien de tout ce qui s'est passé en 2000, mais à ce moment-là, t'avais 6 ans. 7 ans. 2000, je fête mon anniversaire pendant 7 ans, pendant l'Euro 2000. Moi, à ce moment-là, je me souviens pas trop de tout ça, hein. C'est que moi, je me souviens le plus longtemps du foot. C'est Barça 2009. Avant, je me souviens de rien, frérot. Ah ouais? Je me souviens de rien. Zidane, Coupe du Monde 2006. J'avais 8 ans. 98, j'avais 8 ans. J'étais obligé, Zidane, coup de club, Materazzi, je suis traumatisé d'ailleurs. Vas-y, go, on passe à la suite. Ok. Attends, j'avais une question, comme importante. Quel aspect t'aimes le plus dans le foot? Alors, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà expliqué, c'était une émission que, d'ailleurs, ça avait fait rire Walid, c'est le bonheur de l'escalier. C'est le bonheur de l'escalier parce que tu montes l'escalier, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que en fait, le football te fournit à chaque fois différentes histoires, différents rebondissements. C'est-à-dire qu'il y a rien qui est linéaire dans le football. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est que à l'intérieur même d'un match, il peut y avoir plusieurs chapitres, il peut y avoir plusieurs histoires. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est que le jour où en gros tout est linéaire, tout est ficelé. Je pense que je le vivrais différemment, ça servira à rien que je continue de parler foot. Mais en gros, il y a de nouvelles histoires. Là, on le voit cette saison avec les différents championnats. On peut parler de Leverkusen, qui est toujours invaincu. Incroyable. Ça, c'est pas quelque chose que tu avais anticipé. Et moi, j'aime bien être surpris. Comme chaque être humain, on est questionné par l'inconnu. L'inconnu, ça nous intrigue et ça nous rend obsessifs par rapport à ça. Et moi, j'aime à penser que en gros, la perfection n'existe pas. Et à partir du moment où la perfection n'existe pas, elle
elle est incarnée par le football, parce que le football n'a pas vocation à être parfait, parce que le football à chaque fois te renvoie à différentes inconnues. Et ça, c'est ce qu'on vit avec toutes les équipes, y compris récemment Manchester City, on peut se dire à partir du moment où ils ont eu le déclic en remportant la Ligue des Champions, et ben ils seront en capacité d'enchaîner. Le fait est qu'ils verront pas les demi-finales de Ligue des Champions. Il y a des histoires improbables comme le Real Madrid. Tu te dis, moi je me dis après la première journée, Militao se blesse, Courtois se blesse, ils sont cuits. Ils sont cuits parce que quand tu regardes l'impact de Militao, l'impact de Thibaut Courtois, Benzema qui part, tu peux pas t'imaginer que 6 mois plus tard, cette même équipe sera à 11 points, aura 11 points d'avance par rapport au Barça, sera en demi-finale de Ligue des Champions. Et tout ça, ça me plaît parce que, en fait, ça t'oblige à avoir un questionnement sur ça et ça t'oblige, et moi c'est souvent ce que je dis, ça t'oblige à avoir davantage de conviction plutôt que de certitude. Les certitudes dans le football, ça n'existe pas. Et ça, pour le coup, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Didier Deschamps. Et c'est, en fait, il faut avoir des convictions par rapport à la manière dont tu regardes le football, par rapport à la manière dont tu analyses le football, mais jamais avoir de certitude. Et là, cette saison, c'est une saison où tu ne peux pas avoir de certitude sur la réalité des équipes, aussi bien du côté du Barça, Manchester City, Real Madrid, et même pour les compétitions internationales. Et surtout même des convictions, mais surtout des nuances dans tes analyses. Exactement. Parce que on est vraiment dans une société où les avis extrêmes ils sont de plus en plus c'est ça qui stream, c'est ce qui fait cliquer, exactement, sur Twitter, voilà. Soit tu dis que tout est blanc ou tout est noir, mais finalement on se rend compte que le football fait taire, le terrain fait taire toujours. C'est ça. Et moi j'ai vraiment vu une fracture au niveau notamment de la LDC par exemple vers 2017-2018. Je pense vers là quand l'Ajax ils ont éliminé le Real, à ce moment-là je pense que ça a giflé beaucoup de monde dans le foot dont moi, et on s'est tous dit ah ouais, c'est encore possible et les cartes peuvent être distribuées à tout moment. Et depuis ce moment-là, depuis cette année-là, et d'ailleurs on voit l'Ajax qui se fait éliminer face à Tottenham, Lucas Moura triplé incroyable. Je te jure que cette saison-là, je pense qu'elle a marqué beaucoup de gens et on s'est dit ok, on va plus jamais dire ça c'est fait d'office. Ça c'est fait d'avance. Bon, on a toujours cette prise de confiance quand tu vas voir par exemple un Real face à un Leipzig, tu vas te dire automatiquement le Real va passer. Mais le terrain il ajoute toujours les choses et ça te permet d'avoir plus de nuances, moi je trouve. C'est ce côté exactement. Ok, très intéressant. Là, on va passer un club de cœur, quand même. À votre club. Voilà, un autre club qui est en difficulté, on souffre énormément en ce moment. Mais bon, c'est comme il a pu le dire Elton avant l'émission, on a connu des temps plus difficiles que ça. Ouais. Clairement, le FC Barcelone. Bon, comment déjà est née ta passion pour le Barça? Moi, la connexion se fait à travers Patrick Kluivert à partir du moment où, comme je l'ai évoqué, il y a 98 qui est pour moi un Big Bang. C'est un Big Bang dans la mesure où, en gros, je commence à davantage regarder du foot. Ensuite, à Patrick Kluivert qui est au Barça. En fait, à partir du moment où tu le suis, tu commences à t'attacher. Mais attention, c'est-à-dire que oui, t'as Patrick Kluivert, le maillot du centenaire, mais je pense que la fidélité, parce que en fait tu peux pas dire à 7 ans t'es encore structuré pour supporter Barça, mais la fidélité s'opère à partir de la saison 2004-2005. C'est ce que j'ai évoqué par rapport à l'anecdote sur le magazine SoFoot, c'est qu'en gros t'es beaucoup plus en capacité de comprendre. Déjà, la logique d'une saison, à 7-8 ans, tu peux pas comprendre la logique d'une saison, la logique la logique d'un championnat, la logique avec des champions. Toi, c'est beaucoup plus sur un caractère événementiel. Par contre, 2004-2005, tu commences à avoir beaucoup plus de régularité parce que t'es beaucoup plus en capacité de regarder des matchs. Ça, c'est un élément très important. Le volume de matchs à 12-13 ans n'a rien à voir avec 7-8 ans, ou 7-8 vais encore tes parents qui te disent ouais à 21h t'es pas de deuxième mi-temps. Allez, deuxième mi-temps. D'ailleurs pour l'anecdote, je vais donner une anecdote, la deuxième période de Liverpool-Milan, je la regarde pas. Ah ouais. La deuxième période de Liverpool-Milan, je la regarde pas. C'est-à-dire que elle est iconique. Elle est iconique. C'est-à-dire que sûrement la plus grande finale de Ligue des Champions, j'ai pas regardé sa deuxième période. Et moi d'ailleurs, le matin, je parle à ma mère. Et je dis alors Milan, ils ont gagné avec des Champions. Non, c'est Liverpool. Au départ, je fais non, tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Et après quand elle m'explique et tout, déjà je suis énervé contre elle parce qu'elle aurait pu me laisser à la deuxième période. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'elle m'a laissé avec une première période de finale de Ligue des Champions. Depuis 2006 et bizarrement finale du Barça, je les ai toutes regardées. Et j'avais 12 ans, c'est-à-dire que 2005 c'est point de rupture. Maintenant je regarde toutes les finales jusqu'à la dernière minute. Mais pour revenir à ce que je disais, à partir du moment où tu as un suivi
t'es au collège, je te dirais pas que tu commences à devenir indépendant parce que ça reste le collège, mais tu vois, le fait de se déplacer tout seul avec les copains, le fait de commencer à avoir accès aux journaux, le fait de regarder davantage de matchs, et ben je pense que c'est à partir de là que t'as davantage de fidélité. Et moi, la bascule, c'est la saison 2004-2005. La saison 2004-2005, d'autant plus que t'as Ronaldinho, Ronaldinho, tu le connaissais déjà à partir du championnat de France. Ça, pour moi, c'est un point qui est très important. T'as Juli, qui avait fait finale avec Monaco. Tu vois, c'est des petits trucs. En gros, à partir du moment où tu les suivis dans le championnat de France, t'as la transition. Samuel Eto'o aussi. Et quel parcours, c'est ça. Et exactement, t'as Samuel Eto'o, qui est là. Samuel Eto'o, moi, mes premières, la première fois que j'entends parler de Samuel Eto'o, alors, c'est pas à la télé, c'est à la radio. Parce qu'on sait comment ça se passe, c'est Africa numéro 1, t'as les parents qui, à l'époque, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, t'as Bein, tu peux regarder, avec les réseaux, tu peux regarder la CAN, tu peux regarder tous les matchs. Nous, à l'époque, la porte d'entrée pour regarder la CAN, c'est Africa numéro 1. Et moi, Samuel Eto'o, j'entends son nom plusieurs fois à radio. Et ensuite, avec les Jeux Olympiques en 2000, à Sydney. Et moi, c'est comme ça que je commence à la connaître. Et le fait d'avoir tous ces joueurs qui sont dans le même club, en fait, tu dis, mais c'est eux que je dois suivre. Indépendamment du fait qu'il commence à gagner. Après, Ronaldinho, bon, derrière, il fait n'importe quoi. Il fait des choses qui sont folles. Il se trouve que cette saison, il met un but extraordinaire contre Milan, un but fou contre Chelsea. Donc, contre Chelsea. Tout ça suffit, avec son premier but au Barça. Même son premier, et tout ça a contribué à ce qui est cette fidélité jusqu'à aujourd'hui. C'est ton meilleur souvenir avec le Barça ou pas? C'est 2005-2006 ou pas. Alors évidemment il y aura le Barça de Guardiola, mais c'est le souvenir le plus sincère dans la mesure où c'est les débuts. Tu commences à te fidéliser. Sûr. Et c'est avant l'hégémonie de Guardiola, etc. aussi. Le Barça de Guardiola, en fait, c'est quelque chose qui est utopique. Tu l'as vécu, c'est quelque chose de fou. Mais si tu vas aller, et je pense que les gens y comprendront, si tu vas aller sur quelque chose de plus pur, de plus sincère, dans l'idée que tu commences à, entre guillemets, à connaître, à apprendre la fidélité par rapport à une équipe, évidemment que je te mettrais le Barça de Rijkaard devant. Okay. Mais le Barça de Guardiola est meilleur. Oui, c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Le one shot qu'ils nous ont fait. Ça, y a pas de souci. Mais en fait, en termes de classement, notamment sur l'aspect sentimental, le Barça de Rijkaard aura toujours une place à part parce que ça a été l'équipe qui t'a permis, entre guillemets, de comprendre ce qu'est le Barça. Là, on va parler, du coup, de, un peu le côté national. Ouais. Le Congo. Ce débat. Très rapidement. Très rapidement, mais ça va être intéressant. Déjà, il va pas avoir une certaine évolution et moi, j'appelle même ça une remise à niveau du Congo, du football congolais. Ouais. Et cette année, on a vu quand même, déjà un plan de jeu beaucoup plus intéressant, une structure plus sérieuse, des joueurs plus impliqués. Comment t'as trouvé un peu l'évolution et la remise à niveau du Congo, du coup? Et la prédiction pour la CAN aussi. La prédiction, ouais. Alors, comment j'ai trouvé la République démocratique du Congo? Oui, elle a été compétitive. C'est vraiment ce que je vais ressortir parce que on va dire que le fond de jeu, il a alterné. C'est-à-dire que c'était pas non plus très très haut, mais c'était une équipe qui a déjà montré un état d'esprit en adéquation avec ce que demande la compétition, parce que en fait, elle a compensé des manques, des manques collectifs, parce que faut pas oublier que De Sav, c'était sa première compétition. Il était arrivé il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a un peu plus d'un an. Et donc, par rapport à ça, t'étais en cours accéléré. D'ailleurs, faut quand même rappeler que Desabre, quand il arrive, c'est davantage la quête vers le Maroc qui visait la qualification. Et là, pour le coup, il a un peu anticipé les choses parce que la République démocratique du Congo était à 0/6 sur les 2 premières journées. Donc, t'étais mal barré. Mais après, ensuite, t'as réussi à te redresser. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui a été compétitive. C'est une équipe qui a fait preuve d'un état d'esprit. Mais t'as eu un manque qualitatif. T'as eu un manque qualitatif et ça s'est retranscrit sur les matchs que tu n'as pas pu gagner, à savoir la Zambie, à savoir le Maroc, à savoir la Tanzanie et enfin sur le match contre l'Égypte, le match contre l'Afrique du Sud où t'as les adversaires à portée de main. J'ai oublié la Côte d'Ivoire bien évidemment. T'as les adversaires à portée de main mais t'es pas en mesure de faire la différence. Face à l'Égypte, moi j'ai des souvenirs. Je me suis dit mais j'ai 3 heures, ils vont jamais marquer. Ouais, c'est ça. C'était trop ce match-là et j'ai trouvé pas mauvais en plus, ça qui est dommage. Mais tu te dis qu'exactement à un moment la qualité technique, même physiquement, après on l'a vu face à la Côte d'Ivoire, ils en pouvaient plus.
Mais au moins, ils ont tout donné. On s'est dit, là, vraiment, ils ont mouillé le maillot, quand même. Ouais, mais t'avais un manque qualitatif et pour moi, ça va être la prochaine étape, d'avoir davantage de qualité pour être une équipe beaucoup plus dangereuse, parce que en gros, ce qui va se passer, c'est que faut pas que la demi-finale de la République démocratique du Congo soit one shot. Et moi, je crains de plus en plus ça. Je crains de plus en plus ça parce que t'as eu des circonstances favorables. T'en as profité, mais tu les as aussi provoquées, mais il faut pas considérer que la demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, tu sors contre la Côte d'Ivoire. En gros, ça te permet, entre guillemets, d'oublier tout ce qui s'est passé avant, parce que ça sera toujours, c'est le gros problème du football congolais, c'est de structurer et avoir de la continuité en termes de performance. On l'a vu, j'ai évoqué 2014-2017, ce qui à l'échelle du football congolais est un cycle incroyable. Tu fais demi-finale en 2015, tu fais quart de finale en 2017, t'es pas loin de te qualifier pour le mondial en Russie. À un moment donné, t'es même devant les Pays-Bas au classement FIFA. Donc, et ça, c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué. Ouais, exactement. Pour la CAN 2025, si tu dois donner, allez, un favori, tes attentes déjà par rapport au Congo, et un favori que tu vois par rapport à la compétition, à la victoire finale. Pour la République démocratique du Congo, déjà se qualifier. En fait, on va me dire, ouais, t'abuses. C'est parfait, il a raison. T'abuses, mais pas pour lui, hein. Mais il faut passer par là. Quand même, ça va. Hein. Ça ouf, toi. non, mais il faut passer par là. Il faut être en capacité de se qualifier à plusieurs reprises, même si c'est une CAN à 24, même si c'était déjà une CAN à 24 au Cameroun et tu t'étais pas qualifié, déjà se qualifier et ensuite être en capacité d'être sur la phase finale. La phase finale, pour moi, ce serait déjà un premier objectif. Incroyable. Être en 8e de finale et être en mesure de taper un gros sur la phase éliminatoire. Maintenant, sur le favori de la CAN, je serais tenté de te dire le Maroc. Parce qu'ils sont à domicile, parce qu'ils sont en quête de rachat, parce que Regragui, ça va être sa dernière chance. Sinon, il va être viré. Moi, je te dirais le Maroc. Et il faut aussi prendre en compte l'aspect, entre guillemets, compétition dans le Maghreb, parce que il y a des disparités, que ce soit compétition dans le Maghreb, compétition en Afrique centrale, en Afrique noire, etc., et on l'a vu, à savoir qu'il n'y a pas une équipe du Maghreb dans le dernier carré. C'est ça. Donc forcément, c'est des choses à prendre en compte, mais moi je te dirais le Maroc. Ouais, le jeu, avec le style de jeu, les terrains, l'ambiance, tout ce qui en suit. Bien sûr. Directement. Ouais, clairement, là, on a une grande partie, on va passer, je pense, 10 bonnes minutes dessus, sur vraiment, le métier de journaliste, consultant. C'est pas la même chose, mais justement, on va rentrer dedans. Donc, c'est bien parce que t'as pu nous décrire un peu comment était le marché déjà à l'époque. Quand je dis le marché, je parle vraiment, sur les journalistes les plus connus, etc. Les opportunités. Donc, voilà, les opportunités. C'était quand même très lié aux infrastructures, aux écoles, etc. Ce qui est un peu différent actuellement. Par exemple, des créateurs de contenu qui arrivent de plus en plus à s'exprimer, des médias. Et moi, ça existait à peine à l'époque. Fallait les filons. Exactement. Et c'est fou, ça monte 10 ans. C'est vrai. Il y a des médias émergents que tu peux créer, le Club des 5, etc. C'est ça. Et donc, toi, comment ça s'est passé déjà ton arrivée, sur YouTube, clairement? À travers quel média? Et après, ton évolution, on la connaît, mais si tu peux la décrire pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, à la base, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça va faire 10 ans, j'ai mon professeur de télé, Francis Maroto, qui a longtemps travaillé à France Télévisions, qui était le patron des sports, notamment de Stade 2. Il me dit, toi, je te vois faire un truc à la télé. Je fais, mais lui, il a pété les plombs, lui, en fait. Il a pété les plombs parce qu'on était sur un exercice, télé, et il se trouve que je fais une dinguerie. Je fais une dinguerie parce qu'à un moment donné, on doit faire un duplex télé, et à aucun moment, je regarde la caméra. J'avais pas les réflexes télé. À aucun moment, je regarde la caméra. Et en fait, il se trouve que t'as toute la classe qui est morte de rire. Mais vraiment, mort de rire. T'as le prof qui est mort de rire. En fait, ce qu'il a noté, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a suivi derrière, ce qu'il a noté, c'est que malgré le fait que, en gros, tout le monde soit mort de rire, que tu sois face caméra dans les conditions du direct, je perds pas mon sang-froid, je rigole pas. Je continue de rester focus sur mon truc. En fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, toi, t'as un truc à télé parce que, en gros, je te vois. Alors, il le dit ça comme ça. Moi, au départ, je me fais, mais lui, il a pété les plombs. Oui. Et je te vois sur des débats, t'es capable de tenir et d'être focus sur ce que tu vas dire. Force est de constater qu'il avait raison parce que... Visionnaire. Ouais. Vraiment visionnaire. Ouais. Parce qu'on est en plein dedans, là. Ouais. Force est de constater qu'il avait raison parce que moi, à l'époque, je ne jure que par la presse écrite.
Ouais, d'accord. Moi, ok, intéressant. Il y avait une grosse différence. C'est vrai qu'on n'était pas à la même époque. À la base, c'était les journaux, c'était pas forcément ça. Là, tu me parles d'année 2010-2011, un truc du genre. 2014, c'est il y a 10 ans. Parce que moi, je veux faire que de la presse écrite. Je veux faire que de la presse écrite et je ne jure que par ça. Mais après, c'est un marché qui est beaucoup plus bouché parce que la presse écrite, c'est pas comme être dans la création de contenu, être devant YouTube, être devant une télé. Là où il y a entre guillemets un peu plus d'espace. Là, la presse écrite, c'est une ou deux personnes par média pour écrire. J'exagère pour faire ce que tu veux. Et à partir du moment où tu as très peu d'opportunités, tu es quand même obligé, tu dois entre guillemets revoir ton ego un peu à la baisse et tu dois commencer à voir autre chose. Et là, pour le coup, j'ai évoqué Africa Foot. Je commence à faire une émission en 2016, 2017. Je commence à faire 2-3 apparitions. Et il se trouve qu'en gros, il y a le Club des 5 qui se lance en novembre 2017. Okay. Moi, par hasard, il se trouve que j'avais l'un des rédacteurs en chef, d'ailleurs, qui est toujours rédacteur en chef, que je salue, c'est Fares Hachem. Il se trouve que j'allais dire quoi? J'allais dire collègues et tout, c'est même pas ça. Mais on était dans la même promotion à l'IEJ. Okay. Mais on n'était pas dans la même classe. Et donc, en gros, on faisait des cours en commun. Il se trouve qu'en novembre 2017, lui, il est sur les réseaux sociaux. Donc, il met en avant le Club des 5 parce que ça commence à se lancer. Il est le rédacteur en chef. Et moi, je regarde les vidéos, je regarde comme ça. Déjà, je vois Walid qui commence à crier. Je fais, ouais, ok. On fait pas gaffe. Ouais. Mais après, il se trouve que, avec Fares, avec Walid, il commence à justement ouvrir le Club des 5 et c'est comme ça que un jour t'as Walid qui m'appelle. T'as Walid qui me contacte sur les réseaux. Et décidément, je vous donne des anecdotes. Il se trouve que j'étais en galère, très clairement. J'étais en galère d'opportunités. Et le jour où Walid m'appelle, je postule pour être préparateur de commande à Zara. Oh putain. Reviens loin. Je postule pour être préparateur de commande à Juvisy et en gros c'est une galère et tout, ça se voit que ça me plaît pas. À un moment donné, il faut que je travaille. Ouais, faut becter aussi. Il faut remplir le frigo. Il faut becter et à un moment donné. T'avais quel âge là pour remettre du seul contexte? 2018, janvier 2018, je vais sur mes 25 ans. J'ai 24 ans. Ok. Donc tu vois, 24 ans et tout, il faut commencer. C'est bien le journalisme, mais il faut quand même commencer à avoir de l'argent de poche et tu vois, être un peu plus indépendant. Ouais, la fameuse sécurité. Ouais, exactement. Et moi, je me prépare à être préparateur de commande, tu vois, pour que le temps passe. Mais clairement, je m'emmerde. sur la première étape. Et là, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il y a une pause. Et tout, et donc je vais sur les réseaux parce que c'était, je devais passer, il y avait plusieurs étapes pour entre guillemets rentrer dans le groupe. Et à un moment donné, t'as Walid qui m'envoie un message en privé et tout. Il me dit ouais, on m'a parlé de toi et tout. À ce qui paraît, tu peux être bien pour l'émission. Ça t'intéresserait de faire une émission? Je dis oui. Et après, ce que je fais derrière, c'est que je saccage la deuxième partie de préparateur de commande parce que je me dis je vais pas retourner. Là, je m'en fous. Et en gros, moi, je me dis je vais être payé au Club des 5. Et après, il me dit non, rien du tout. Non, pour l'instant, c'est pas rémunéré. En fait, tu fais des émissions et c'est comme ça que l'aventure commence. Wow, l'aventure commence. En gros, moi, je me dis j'ai une bonne étoile, le Club des 5 va m'apporter un truc. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dit à ma mère, parce que ma mère, en gros, elle m'a dit, alors ça s'est passé comment, truc préparateur? Très bien, préparateur commande et tout, je pense qu'ils vont me rappeler. Alors que, alors que non, moi, je savais très bien que je reviendrais pas là-bas, c'était impossible, et en gros, je vais rester sur cette idée que le Club des 5 peut m'apporter un truc. D'ailleurs, les premiers mois, ma mère, elle pense vraiment, elle pense vraiment que ça va être payé, le Club des 5 et tout. Moi, je lui dis, ouais, t'inquiète. Et après, c'est comme ça que, en gros, je me lance à bras le corps dans l'aventure Club des 5, que j'enchaîne les émissions. Faut savoir qu'avec Walid, on arrivait à 11h et on sortait à 1h du matin. 1h, 2h du matin. Ouais, on était à Boulogne. À l'époque, il y avait pas encore les CM que je savais du Club des 5. C'était Walid avec Romain qui faisait les capsules, qui préparait les émissions. Mais on s'était lancé comme ça dans l'aventure. Et moi, j'étais sans filet, mais moi, j'avais dans l'idée que Club des 5 m'avait apporté des choses. Et c'est effectivement ce qui s'est passé parce que avec le Club des 5, t'as eu notamment de la visibilité et dès 2018,
dès 2018, j'ai des opportunités. Dès juin 2018. Donc, pour le coup, le pari, alors, c'est pas un pari qui est donné gagnant pour tout le monde, mais le pari, en fait, je balance la pièce en l'air, mais la pièce, elle retombe du bon côté. Et comment t'as fait pour faire le club des 5 tout en n'ayant pas d'argent, du coup, mais te dire, ok, j'ai la passion, mais d'un côté, faut que je remplisse le frigo. Du coup, comment t'as pu, c'était quoi ta mentalité? Comment t'as pu gérer ça? Mais pour moi, pour le coup, moi, je suis très privilégié. Je suis très privilégié dans le sens où j'ai eu un foyer. Ok. J'ai eu un foyer parce qu'en fait, les gens, ils maîtrisent pas ils ont pas conscience du fait que, pour se situer, moi, quand j'étais à la fac de journalisme, il y a des gens qui montaient sur Paris. En fait, moi, le concept de monter sur Paris, moi, c'est dans les films, ça. Je monte sur Paris, qu'est-ce que ça veut dire, monter sur Paris? Moi, je me représentais pas, parce que, en fait, quand tu montes sur Paris, t'es en quête d'aventure. Ok. Mais en fait, quand t'es confronté à ça, quand tu vois des camarades de promo qui montent sur Paris, qui viennent de province, il y en a qui venaient de Metz, qui faisaient Paris-Metz, il y en a qui venaient de beaucoup plus loin, qui étaient montés sur Paris, ils étaient dans des 12-13 mètres. Et à côté de ça, ils avaient un boulot. Moi, j'avais pas conscience du fait que ils étaient davantage ils étaient beaucoup plus dans une précarité que moi. Bien sûr. Moi, si tu veux, moi, je sortais de l'IEJ, je rentrais, j'avais à manger, j'avais pas de préoccupation par rapport au fait de payer le loyer, de payer l'électricité. Donc, tout ça, moi, j'ai une base. Parce que je suis parisien. L'école est à Paris, les opportunités sont à Paris, parce que il se trouve que dans le monde du journalisme, en fait, on hérite de la situation de notre pays. Exact. On est quand même dans un monde qui est, on est dans un pays qui est très centralisé. C'est-à-dire qu'en gros, la notion d'opportunité, c'est pas comme en Espagne où il y a plusieurs villes où il y a des médias qui sont très très importants. Bon, même si en France, il y a quand même des médias qui sont importants en province. Je fais référence à Ouest France, La Voix du Nord, la Provence. Mais la notion d'opportunité multipliée, elle se retrouve qu'à Paris. Donc en gros, d'un côté, t'as des gens et qui pour moi étaient très talentueux, mais vraiment très talentueux. Ils sont restés à quai. Ils sont restés à quai parce que à un moment donné, t'as la croisée des chemins. Je fais, est-ce que tu peux vivre du journalisme? Dans un premier temps, la réponse, elle est non, parce que moi, en fait, je vais pas vendre une moto volée. Clairement, les débuts, c'est que, il y a très peu de gens qui peuvent vivre du journalisme dans un premier temps. Et donc, il y en a qui ont été obligés de rester à quai, qui ont été obligés de, entre guillemets, se réorienter. Moi, j'ai encore des amis de la fac qui étaient peut-être sûrement plus talentueux que moi, mais qui font autre chose par la force des choses, parce que ils ont été confrontés à des situations où en gros il faut vivre. T'as des situations familiales qui changent. Moi, j'ai eu des amis qui sont devenus parents jeunes. Ça entre en réflexion. Et donc tu vois, c'est comme littéralement, c'est comme dans un centre de formation. T'as des joueurs t'as des joueurs qui ont pété. T'as des joueurs qui sont très cotés. À un moment donné, c'est Pogba, j'avais vu ça dans une interview avant qu'ils connaissent ses malheurs. Pogba, il te disait, ouais, mais les gars, vous êtes fous. Moi, à Torcy, au Havre, j'étais pas le meilleur. Et c'est Pogba qui te dit ça. Je vais pas me comparer à Pogba, mais moi, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, en fait, dans la réflexion, dans le processus, j'ai pu, entre guillemets, me permettre d'attendre, de vivre du journalisme, précisément parce que j'avais un foyer qui était stable. Où en gros, j'apportais pas de l'argent, parce que c'est littéralement ça, j'apportais pas de l'argent, j'avais le temps d'investir sur moi-même, avant de pouvoir investir tout court. Et pour moi, ça a été mon salut, c'est ce qui fait que, en gros, il y a des gens, quand ils vont voir la vidéo, ils vont halluciner à l'idée que, en gros, je bazarde, en fait, un travail de préparateur commande, parce que je peux me lancer dans le club des 5 en sachant que il y a 0 € dans les premiers mois. Vraiment dans les premiers mois. Alors qu'il y en a qui, ils doivent payer le loyer, le job de préparateur de commande, à Zara. Eux, ils sont obligés de ils sautent dessus, ils vont peut-être faire le club des 5, mais eux, ils peuvent pas se permettre, en gros, de bazarder ça. Donc, moi, c'est pour ça que je suis reconnaissant, c'est que moi, j'ai pu bénéficier du fait d'être parisien. Être parisien, c'est pas neutre, ça donne beaucoup de privilèges, et ça, faut être conscient, et d'avoir une structure familiale qui m'a permis, entre guillemets, tu vois, j'ai encore donné une métaphore footballistique. Bon, même si c'est moins le cas, c'est un entraîneur de foot, on lui dit en gros pendant 2-3 ans, t'as pas à gagner des titres. Tu peux bosser sur ton projet. En gros, même si tu perds, on va te soutenir jusqu'au moment où tu vas gagner des trophées. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Okay. C'est bien, c'est une précision importante ce qu'il fait, parce que. Ah bah oui, c'est
Vraiment, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte, et là, je parle même pas pour les personnes qui peuvent pas, parce que les personnes, comme il l'a dit, qui sont pas dans cette réalité-là, qui doivent galérer, monter sur Paris, eux, elles savent que c'est dur. Mais pour les autres personnes, à l'inverse, qui sont tranquilles, bonne situation à la maison, qui payent pas forcément de loyer, bon, à part peut-être aider un peu vite fait par-ci par-là, mais qui gaspillent leur temps, gaspillent leur énergie, se donnent pas à fond, prennent pas de risques, juste prendre le risque parce que il y en a, c'est même pas faire Club des 5 à côté, hein, c'est juste prendre le risque de démarrer. Ah, je le prends pas, je suis à la maison, tu vois. Mais non, tentez, ceux qui ont du temps, qui ont de l'énergie, qui ont un peu de revenus même et qui sont à la maison, c'est une opportunité de fou. 100, 300, 400, 500. Nous avec la cible, hein, bien sûr. Français, hein. Ah oui, moi je suis chez moi. Combien de Français peuvent mettre juste ne serait-ce que 300, 400, 500 euros de côté par mois? La plupart ne peuvent pas. Un quart des Français sont à découvert, tu vois. À chaque mois, donc c'est et moi c'est pour ça que moi ça me fait du bien parce que les amis de la FEC, c'est devenu limite des confidents. Et moi à travers eux, à travers leur évolution, moi je suis très 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 content pour eux, je suis très très content de leur évolution, beaucoup plus que pour moi-même. Mais en fait ils me permettent de garder les pieds sur terre. Alors attention, ils sont quand même dans des situations qui sont bien. Et encore une fois, quand je parle avec eux, ils ont pas d'aigreur par rapport à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs dans la promo, j'ai quand même des amis journalistes, ça faut quand même le préciser. Mais par contre, je me dis que, en gros, moi, j'ai pu avoir les opportunités que eux n'ont pas eu forcément. Et la vie, elle est faite d'opportunités. Et eux, je te dis pas qu'ils étaient pressés à l'idée d'avoir cette opportunité. Non. À aucun moment, je te dis juste que par rapport à leur perspective que leur offrait la vie en tant que personne qui montait sur Paris, forcément c'est beaucoup plus compliqué que moi qui est à Paris, en gros moi je sors dans Paris, moi j'ai mes repères, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire. Et en gros moi j'ai eu beaucoup plus de possibilités à l'instant T. De toute façon la chance ça se provoque hein. C'est ça, de fou. Magnifique. On enchaîne. Vas-y, go. Là on va rentrer dans une partie un peu plus technique sur ton métier. Comment réellement tu prépares les émissions? Parce que ça je me suis reposé la question, je me suis dit je parle vraiment surtout à ton rôle à toi, même d'un point de vue informationnel, comment tu traites au niveau de l'apprentissage des informations, des anecdotes sur le foot, etc. Est-ce que tu fais un travail personnel à côté des émissions pour pouvoir toujours t'enrichir et être plus près? Sachant que des fois il y a plein de matchs le même jour, donc des fois à la même heure. Donc, c'est pour ça. Comment vous faites pour moi je pars du principe, j'ai deux principes à savoir que je suis un inquiet. 2, plus je connais le foot, moins je connais le foot. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est ce que j'ai évoqué en début d'émission, à chaque fois, t'as des choses inconnues que tu dois maîtriser. Et comme tu maîtrises pas l'inconnu, ça te pousse à travailler. Si tu veux, aussi bien dans le Club des 5 qu'au WSC, il y a deux approches. Il y a l'approche Elton, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai connu à la fac, c'est beaucoup plus classique, c'est-à-dire on est des inquiets, donc on va travailler énormément sur la matière. Et en gros, t'as l'école Walid où en gros, on va être beaucoup plus dans l'inspiration. Et attention, je te dis ça, Walid, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait le caricaturer. Walid, c'est quelqu'un qui se renseigne énormément parce que Walid, avec le temps, et je pense que il a progressé de fou, notamment sur la préparation des émissions. Mais lui, il insiste sur le fait qu'il veut garder son authenticité. Alors que moi, en fait, j'ai besoin d'être inquiet avant les émissions. Et comme j'ai besoin d'être inquiet, ça me permet de rester vigilant. Parce que moi, je pars du principe, c'est l'un de mes anciens patrons à Télis Leader, Richard Lesage, que je salue. Il me disait, en fait, le journalisme, c'est comme le restaurant. T'arrives devant un restaurant, la table, elle est pas prête, les gens, ils reviennent pas. Appliqué dans le journalisme, c'est qu'en gros, tu dis une dinguerie. Alors oui, tu pourras revenir, mais la dinguerie, elle reste. Et moi, je fais en sorte d'éliminer tout ça. Je fais en sorte d'éliminer l'incertitude. Donc, c'est pour ça que dans la préparation du travail, aussi bien pour le Club des 5 que WFC, que Eurosport encore ce matin, pour refaire la chronique, notamment sur Mikotadze, parce qu'il faut quand même se renseigner sur le PSG BEP si c'est quelque chose d'acquis. Et moi, j'ai besoin de lire énormément, j'ai besoin d'écouter énormément, et ensuite, je fais un mix de tout ça, et par rapport à ça, je vais donner mon avis. Tout à l'heure, j'ai parlé de conviction. Je préfère davantage m'avancer avec mes convictions plutôt qu'avec des certitudes. Les certitudes, c'est fermé, en gros, c'est la terre est ronde, ça ne va pas bouger. Dans le football, notamment dans l'analyse du football, la terre, elle est pas ronde. Bien sûr. À chaque fois, il y a des évolutions, et donc tu dois être alerte par rapport à ça. Donc moi, je pars du principe que je suis un inquiet. Okay. On fait la transition quand même, petite question, ça c'est un peu plus drôle, sur le WSC. Qui selon toi a les avis les plus frauduleux? Et t'as pas le droit de dire Sofiane. C'est un troller Sofiane, hein. Il aime bien trop. Sauf Sofiane. Surtout sur les prédictions. Donc mais là, ça c'est une question, vous voulez, alors moi, je vais dire spontanément moi. Je
il a joué la carte de La sécurité. la sécurité. Non, je vais dire spontanément moi, parce qu'il y en a qui mettront en avant certaines prédictions que j'avais dites. Sterling aussi. Sterling, Hazard, tu vois, c'est ce qui est ressorti. Iconique, celle-là, elle est vraiment iconique. C'est ce que je vais ressortir. Mais après, c'est encore une fois, on est dans un exercice de conviction. Et comme on est dans un exercice de conviction, il faut s'engager parce que en gros, si tu restes dans l'informatif, et c'est là où là-dessus, Walid m'a énormément aidé et m'a énormément fait progresser là-dessus, c'est que en gros, il dit Elton, c'est très bien. Oui, tu peux nous faire de la revue de presse. Oui, tu peux être dans l'explicatif. Mais à un moment donné, il faut que tu donnes du tien. Et ça, Walid, même chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque seconde, chaque minute, il me le répète. Et c'est en ça que Walid il est très important là-dessus, c'est que en gros, c'est le Walid de l'émission. Il te met un pressing, là-dessus. Et ça, c'est en gros, tu dois être beaucoup plus sûr de tes convictions. Donc moi, pour répondre à la question initiale, je dirais moi, ne serait-ce que pour me couvrir. Mais c'est bien parce que non, c'est bien ce que tu dis parce que ça fait écho vraiment au côté où on a différentes personnalités, mais il y a pas une voie de vérité. Oui, Par exemple, il y a la méthodologie entre guillemets plus Walid plus toi, mais au final chacune permet d'arriver à destination et chacune a besoin de se complémenter de l'autre. Ça c'est très important. Ouais, c'est un équilibre. Parce que Walid, je vais pas trahir un secret, mais je sais que quand je vais RT des choses, il va le mettre en fave et le soir il peut le ressortir. Et attention, et il a bien raison. Et il a bien raison parce que ça demande une intelligence, ça demande une hauteur d'esprit parce que il pourrait y avoir, et attention parce qu'il y en a qui vont dire ouais Elton il va cibler des gens, il pourrait y avoir des gens qui vont arriver, ils vont être sûrs d'eux-mêmes. Et Walid en ça lui c'est quelqu'un qui est très ouvert là-dessus. Lui il est capable d'arriver et se dire au dernier moment il faut que j'ai une arme en plus. Et comment justement ta relation là, évolué avec Walid du coup qui est venu te chercher au club des 5 et ensuite Winamax. Ah mais Walid en plus je crois que je lui ai déjà dit donc je pense qu'il sera pas surpris. Alors s'il est surpris je peux toujours le surprendre même après 6 ans. Walid la première fois que je le vois c'est à la télé, c'est dans l'émission Classico sur Canal je crois non. Non, sur l'émission comment ça s'appelle sur France Info. OK. France Info à l'époque. D'ailleurs, c'était sa première expérience. C'était sa première expérience. Et au départ, moi, je fais ce qui dégageait Walid. Je fais lui, je suis pas sûr que ça accroche. Non, c'est vrai. Je suis pas sûr que ça accroche. Mais après, la relation, elle a rapidement évolué parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait d'être, on se voit plus qu'avec nos membres de famille. Lui, dans son cas, il est marié, donc mais on se voit plus qu'avec ces gens-là. Donc le fait d'être là de 11 à 2-3 heures du matin, faut savoir parfois les premières années du côté du club des 5. On rentrait 5-6 heures du matin. Aujourd'hui, ce serait moins possible parce qu'évidemment, on a beaucoup plus de responsabilités. Il y a des émissions à 13 heures et même on a une vie tout court. Mais en fait, ces premières années-là, ces premiers mois, on faisait du 11 de 3 heures à 4 heures du matin. Et c'est comme ça que la relation, elle a évolué. C'est-à-dire que elle a grandi. Il y a de la bienveillance, il y a du respect. Et il y a surtout dans l'idée, je pense qu'il a apporté, c'est de s'élever. Parce que vous avez ensemble de s'élever parce que Walid il peut prendre énormément de critiques mais ce qu'on pourra pas lui enlever c'est que lui il a une vision globale. C'est d'ailleurs c'est ce que je respecte et c'est ce que j'admire le plus chez lui, c'est que lui il a une vision. La vision, il y en a qui peuvent dire c'est un mot abstrait, c'est un mot qui est entre guillemets qui est un mot fourre-tout, mais la vision c'est que en gros pour vous le décrire, c'est que lui il pense déjà à demain. Il pense pas aujourd'hui. Visionnaire. Ouais. Il pense à demain sur comment structurer une émission. Là encore, juste avant de venir, on était sur un call par rapport à des prochaines vidéos sur le Club des 5. Lui, il est toujours en alerte. Il est toujours. Parfois, je suis obligé de dire, ouais, Walid, toi, t'abuses parce que lui part du principe que tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter, tout peut s'écrouler. Et par rapport à ça, lui est toujours dans l'anticipation. Et ça, c'est quelque chose que tu dois respecter, que tu dois valoriser, parce que lui pourrait se dire par rapport à tout ce qu'il a connu, en gros, il pourra avoir son rond de serviette, mais lui est toujours dans cette idée-là. Et moi, cette idée, je l'avais parce que moi, je pars du principe que, en gros, par rapport à nos émissions, c'est que chaque soir, tu remets ta ceinture en jeu. Ouais. Et en ça, on s'est retrouvé sur ces points-là, mais lui, il est sur une vision beaucoup plus avancée parce que il sait que, notamment,
le talk, le fait d'être pris en plateau, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que t'as un package à avoir. T'as un package à avoir. Je fais comment vendre ton émission. C'est pas un roman. Comment vendre ton émission. Comment amener ton émission sur la place publique. Et tout ça, ça participe à une vision que lui, il a eu. C'est pas. Vous savez, vous êtes au courant du fait qu'il est fondateur du Club des 5 avec Romain, avec Bilal, avec Samuel, et que lui, ce côté entreprendre, il a eu très rapidement. Ouais. Incroyable. On va juste quand même finir sur une seule chose. Si toi t'avais un conseil à donner, le Elton d'il y a 10 ans, 15 ans, qui actuellement du coup est en école de journalisme, ou pas forcément en école, mais qui aimerait suivre qui est vraiment inspiré par ton parcours, qui aimerait suivre un peu, tes traces entre guillemets, ou créer sa propre histoire, quel conseil tu lui donnerais, quelconque? Un conseil qui te vient en tête, qui pour toi a été décisif, tu penses? Alors déjà, je veux qu'il insiste sur ce point. Il va m'enlever ça tout de suite. Il va l'effacer de la tête et il va le ranger dans un tiroir. Non, il va même pas le ranger dans un tiroir. Il va le mettre à la poubelle et il va le mettre dans la voirie. C'est qu'en gros, il ne parle pas d'objectivité. Okay. Je veux qu'il parle d'honnêteté intellectuelle. Pour moi, c'est l'élément qui est le plus important, qui est le plus fondamental, parce que déjà l'objectivité sur la charte de Munich, celle qui est censée régir les journalistes, à aucun moment t'as l'objectivité. Moi, je veux davantage qu'il aille sur l'honnêteté intellectuelle. Ce qui va nous amener à ce qui pour moi est le plus important, c'est cette fameuse honnêteté intellectuelle. Et l'honnêteté intellectuelle, tu la travailles tous les jours. Tu la travailles tous les jours en te remettant en question, en t'inspirant des autres, en écoutant, en lisant ce qui se fait, pour justement travailler sur son honnêteté intellectuelle. Moi, je pense que depuis que j'ai commencé, moi, j'ai davantage travaillé sur son honnêteté intellectuelle. L'objectivité, pour moi, c'est une prison. C'est une prison, on s'en rend pas compte parce qu'on veut se réfugier derrière ça, mais je pense qu'on est animé par plein de choses. Bien sûr. C'est-à-dire que, en gros, pourquoi je parle davantage d'honnêteté intellectuelle, la vision, je vais te dire cash, la vision que je vais avoir d'une banlieue n'est pas la même que celle d'un gars qui monte sur Paris. De la même manière, la vision que je vais avoir de la Provence n'est pas la même que celle d'un province. On est animé par des choses, on est des sujets. On a des éléments, on a des sensibilités qui font que tout ça, on le retransmet. Aujourd'hui, on a de la chance. Je vais limite parler comme un vieux. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé, notamment sur les données, les informations que peuvent avoir le foot. T'as des comptes Twitter qui parlent juste de stats, de foot. Exactement. Aujourd'hui, moi, je vais pas me cacher. Aujourd'hui, quand j'ai un manque, notamment sur une équipe, sur un joueur, spontanément, je vais taper, je vais même taper sur Twitter avant Google. Okay. Avant Google. Ouais, les threads maintenant, il y a plein de choses. Je vais taper sur Twitter parce que Google, ça va être beaucoup plus vaste. Ouais. Twitter, on est davantage dans la niche où là, pour le coup, le caractère de ce réseau social qui est beaucoup plus, entre guillemets, tranché, avec ses qualités, mais aussi avec ses qualités, mais avec ses défauts, justement, ça va te pousser justement à avoir cette honnêteté intellectuelle. Spontanément, tu vas pas avoir des réactions neutres comme pourrait l'avoir Google. Tu vas avoir des réactions qui vont être avancées et qui vont te servir à travailler ton honnêteté intellectuelle. Et ben moi, je le dis très souvent, j'ai besoin d'avoir cette béquille pour travailler sur cette honnêteté intellectuelle. Donc c'est vraiment le concept que je vais mettre en avant, davantage que l'objectivité. Moi, l'objectivité, je n'y crois pas et je n'y croirai jamais parce que moi, à chaque fois, je parle à des copains journalistes et que je leur demande c'est quoi l'objectivité, il y en a pas un qui est capable de me répondre. Justement, la réponse elle est subjective. La réponse elle est subjective de chaque. Parce que pour moi c'est un mot qui est fourre-tout. Je pourrais aligner 5 personnes. Et un jour je crois que je vais faire ce test. Je pourrais aligner 5 personnes qui me disent non mais moi je suis objectif. Et ben moi je vais faire quoi? Je vais appeler le VAR et à chaque fois je vais convoquer cette personne. La deuxième personne qui va dire je suis objectif, je vais la convoquer là. La troisième personne je vais la convoquer là. Et ensuite je vais leur dire c'est quoi pour vous l'objectivité. Et là je serai avec mes popcorn et je vais voir s'ils auront la même réponse. S'ils n'ont pas la même réponse, ça veut dire pour moi ça n'existe plus. Ouais, c'est vrai. Carré. Du coup, on va terminer juste très rapidement sur 10 secondes. À l'instant promo, sur quoi on peut te retrouver, que ce soit en termes de réseaux sociaux, d'actualité, de chaînes. Où on peut me retrouver sur le Club des 5, sur le WFC, donc Winamax. On peut me retrouver chaque lundi dans la chronique Ligue 1 sur Eurosport. Et de temps en temps à RMC, bon, même si encore une fois, rien n'est ficelé, parce que j'ai récemment fait Génération After, j'ai fait commentaire pour RMC. Enfin, on va dire les 3 premiers, principalement les 3 premiers, où là, vous êtes sûr de me voir. Club des 5, Winamax et Eurosport.
Nickel. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup, Merci, Elton, c'était pour un le temps. plaisir. C'était un plaisir, hein. Ouais. T'as pris ça a kiffé en T'as même temps. kiffé ou pas J'ai pris vraiment du plaisir. Ah, Ça fait plaisir. On est parti sur pas mal de sujets. Ouais. Nation, Barça, enfance, etc. Ça nous a fait très plaisir. Et on espère te voir sur les plateaux, nous faire rire encore et de régaler, hein. Ouais. Simplement. Voilà, j'ai un jour de repos, je reviens angoissé Walid mercredi. Ok, parfait. En tout cas, c'était un réel plaisir. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, partager, abonner et on se dit à très bientôt. Yes, prenez soin de vous.